fois. Tout dépendra de l'heure à laquelle vous allez regarder votre nouveau programme consacré à l'éducation. Ziambi, bonjour. Bonjour, Mère Jo. Tu nous fais l'honneur d'être le premier invité dans ce nouveau programme où on va axer, on va dire, le regard sur l'éducation. Et la particularité de ce programme, les sujets sont choisis par des jeunes. Donc, on a un groupe de jeunes avec lesquels on travaille. C'est eux qui décident ensemble, donc par consensus, de sujets qu'on va aborder au sein de l'émission. Oui, tu penses bien. Donc si tu peux te présenter auprès de notre futur public, j'ai envie de dire, parce que c'est la première. Oui, je m'appelle Ziambi, donc je suis criminologue de formation et j'ai travaillé pendant plusieurs années comme coordinateur d'un centre de projet de cohésion sociale. Donc il y a beaucoup de jeunes, mais qui dit jeunes aussi dit famille, dit leur environnement, dit école, dit aussi l'avenir, leur avenir, quoi. Donc signifie boulot et le reste. Et c'est un travail qui est passionnant, donc, qui n'est pas ennuyant. Et au cours d'une journée, on peut passer d'éducateurs, de criminologues, de juristes, d'assistants sociaux. Donc voilà, on cumule ces rôles en une journée, quoi, parce que il y a des problèmes qui sont là et qui doivent par exemple être traités par un médecin, par un assistant social, mais bon, nous on était là comme accompagnateurs, comme guides, sans donner nécessairement, sans faire des jugements, quoi, plutôt, sans faire des jugements. Voilà, c'est un peu en résumé ce qu'on faisait, quoi. Merci. Donc effectivement, si les gens ont bien entendu, tu as cette casquette de coordinateur de maison de jeunes. Et c'est aussi pour celle-là qu'on a fait appel à toi. Non seulement pour que tu sois un invité régulier, puisqu'on aura beaucoup de thématiques à aborder. Et je pense que tu es une des personnes les plus outillées pour pouvoir répondre à celle-ci. Et justement, pourquoi on t'a fait venir? Mais parce que le premier sujet, finalement, quand on a discuté avec les jeunes, l'idée c'était, voilà, tout le monde parle de l'éducation. Oui, telle éducation ceci, éducation cela. Mais finalement, derrière ce mot, les gens n'arrivaient pas vraiment à définir. Éduquer, c'est quoi? Parce que, allez, je me souviens qu'un jeune avait dit, moi je me suis fait frapper, j'éduque de cette manière-là. Donc, frapper, c'était l'éducation. Et puis, bon, il y a eu un petit débat parce qu'effectivement, on a dit, mais non, il faut l'éducation bienveillante et ceci, cela. Et alors, on se rend compte que, il y a diverses éducations. Alors, quand on allait un petit peu scruter avec eux, puisque l'idée de la démarche des causeries de Mère Jo, c'était vraiment de, pouvoir vulgariser l'éducation et pouvoir emmener les gens à réfléchir. D'abord les jeunes avec lesquels on travaille, mais les jeunes ont voulu que ce travail-là soit restitué auprès d'un public un peu plus âgé, donc on va dire les parents, pour qu'ils puissent aussi comprendre, puisque eux estimaient que on est un peu déconnecté. Voilà, donc on ne sait pas si c'est vrai, on ne sait pas si c'est faux, mais on va un peu revoir tout ce qui concerne les théories d'éducation, de manière assez synthétique et assez simpliste, et voir si on pourra répondre à ces questions-là. Alors maintenant, quand on parlait d'éducation, quand je prends la définition dans l'ensemble, donc elle concerne les moyens mis en œuvre pour assurer la formation, le développement des êtres humains. Oui. Alors comment ça se fait qu'à ce niveau-là, on a l'impression qu'il y a des choses qui coincent, puisque on avait l'impression, quand on fait des enfants, on a reçu une telle éducation, et puis on a l'impression que quand on pratique ce genre, on va dire, de situation, parce que qui dit éduquer, donc il y a des actions envers une personne. Bon, il y a des moments ça fonctionne, il y a des moments ça ne fonctionne pas. Donc l'éducation, globalement, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que ça comprend? L'éducation, c'est pour moi, c'est un peu le lavage du cerveau. Qu'est-ce qu'un lavage de cerveau? C'est un lavage de cerveau, c'est qu'on te conditionne à agir d'une telle manière par rapport à la religion, par rapport à la
culture, par rapport à ton environnement, par rapport à ton contexte. Pour moi, c'est un peu ça, l'éducation. Donc, on te conditionne. Ça, c'est conditionner quelqu'un, conditionner un groupe, conditionner une communauté. Et c'est là où on en arrive aussi à l'instruction. L'instruction est plus objective, c'est plus scientifique. Donc, on va à l'école, on apprend la science. Et ça, c'est vraiment, comme on dit, l'éducation nationale parfois au Congo. J'aurais préféré tout ce qui est école ou enseignement, qu'on prend qu'on le dénomme comme de l'instruction, parce que là, c'est un peu plus objectif, alors que l'éducation, il y a l'aspect subjectif et puis en même temps aussi l'aspect objectif. Donc, il englobe un peu le deux, l'éducation englobe un peu le tout. Et une instruction, c'est à l'école, dans l'enseignement, on te dit 1 + 1 est égal à 2, c'est égal à 2, donc on prouve même que c'est égal à 2. Si on dit peut-être que le cœur fonctionne de telle manière, mais ça c'est l'instruction, le cœur va fonctionner de telle manière. Si tu n'es pas d'accord, si tu dis ok, ce n'est pas bon, eh bien, c'est là qu'à prouver le contraire. Ou autre chose, mais on ne dit pas que c'est comme ça. Alors que dans l'éducation, quand on dit il faut on prend la fourchette à gauche ou le couteau à droite, c'est subjectif. Mais pour quelqu'un qui est gaucher, comment il va faire ou quoi? Et donc pour moi, c'est un peu ça l'éducation, c'est l'être humain dans sa globalité, et dans le contexte, dans sa culture, dans sa religion, dans tout ce qu'on peut imaginer. Et l'instruction, c'est plus objectif. Quand on n'est pas d'accord dans une instruction, on prouve le contraire. Donc pour moi, c'est un peu ça. Alors, on se retrouve avec, on va dire, des jeunes issus de l'immigration, puisque, j'ai envie de dire tous les jeunes avec lesquels je travaille, hormis le cadre scolaire, parce qu'effectivement, je suis éducatrice, je travaille moi-même dans l'enseignement, sont issus de certaines minorités et ont l'impression, de temps en temps, on n'a pas une bonne éducation, c'est un peu le truc qu'on entend, oui, nos parents sont un peu trop sévères avec nous, ils n'éduquent pas de la bonne manière, ils n'ont pas les bons codes, ils n'ont pas ceci. Alors comment se fait-il qu'on a l'impression que, telle éducation est meilleure et telle éducation ne l'est pas? Alors qu'au contraire, quand j'entends de temps en temps des collègues parler, me diront, oh non, l'éducation à l'africaine, les enfants, quand on parle de l'Afrique, les enfants sont quand même respectueux, ils ont des valeurs, ils ont ceci. Cette éducation-là est la meilleure. Donc, comment ça se fait qu'on a des contrastes au niveau éducationnel et qu'on arrive à jauger, même si on dit oui, jauger des choses, c'est tout à fait normal, mais comment ça se fait qu'en termes d'éducation, puisque quand on parle de valeurs, je sais que tuer ce n'est pas bien, quand on parle au niveau scolarité, tout le monde voudrait que son enfant réussisse. Maintenant, la réussite, elle est aussi adaptative, mais voilà, tant que son enfant passe, on va dire, la classe supérieure, généralement, on est content. Et même si, parce que c'est vrai que j'ai donné l'exemple de l'école, j'ai envie de dire, même moi-même, je me suis encore trompée, parce que l'école, ça concerne l'instruction. On sait que l'instruction fait partie de l'éducation, mais voilà. Alors, comment ça se fait qu'à un moment donné, les gens en arrivent à décrier certaines éducations et en plébisciter d'autres? D'abord, une éducation, ce n'est pas quelque chose qui est intemporel. Donc, intemporel, ça signifie que des enfants qui ont reçu une éducation dans les années 60 ne sont pas de cette éducation, cette manière de vivre n'est pas la même que 50 ans après, comme aujourd'hui. Et donc, une bonne éducation en 1910 ou en 1900, si on compare ça aujourd'hui, je crois qu'on va dire que les enfants sont fous. On va dire que vraiment ça ne va pas. Donc déjà l'éducation c'est quelque chose qui est très modulable, c'est même au sein de la communauté. Quand tu prends par exemple ici en Europe, quand un enfant il n'est pas d'accord avec quelque chose, il le dira à ses parents. Il dit voilà papa, je ne suis pas d'accord. Tu peux être dans une même famille, tu peux avoir des gens qui votent extrême droite, des gens qui votent socialistes, des gens qui votent, mais ça ne leur cause pas de problème, parce que c'est clair. Alors que dans d'autres communautés, si on vous dit voilà, il faut voter PS, l'enfant qui ne votera pas PS, on va dire qu'il n'écoute pas ses parents, qu'il est impoli, qu'il est ceci ou cela. Donc l'éducation, pour moi, c'est quelque chose qui est
adaptative, comme tu le viens de le noter aussi. Et donc, c'est quelque chose qui n'est pas vraiment fixe, quoi. Donc, c'est quelque chose qui évolue. Donc, qui évolue. Voilà, qui évolue. Mais bon, qui dit évolution ne dit pas nécessairement amélioration. Qui dit évolution ne dit pas que c'est un progrès. Non, ce n'est pas ça. Il y a des choses où, du côté africain, par exemple, on dit, ok, il y a des parts aussi qui sont... cette éducation est très très bonne. Ben bon, pour certains, ils disent, ah ouais, ils sont calmes, ils écoutent les parents et tout. Mais est-ce que c'est une éducation qui peut être... comment je peux dire? Est-ce que c'est une éducation qui, aujourd'hui, peut suffire, quoi? Ça suffit tout simplement d'obéir. Je ne crois pas, parce que c'est ça aussi qui handicape un enfant. Si on lui dit tout le temps d'obéir, et bien à un moment, ça va l'handicaper. Il faut aussi, c'est une forme de rébellion, quoi. Une rébellion. Si les gens tombent là-dessus, on va se faire taper. Oui, voilà. Mais bon, une certaine rébellion ne signifie pas qu'il faut aller prendre les armes. Hein, non, voilà. Ce ne sont pas les armes. Une rébellion aussi, ça signifie que je ne suis pas d'accord avec quelque chose et que je l'exprime. Oui, c'est une remise en question. Voilà, une remise en question. Une réflexion qui est faite. Voilà, une remise en question dans certaines choses aussi, quoi. Donc, on ne peut pas avoir de moutons non plus. Et c'est souvent quand on dit cet enfant est poli, cet enfant a une bonne éducation, mais c'est parce que il a en quelque sorte ingurgité, il a avalé tout sans broncher, quoi. Il devient docile. Ouais. Quand tu deviens docile dans la communauté, on va dire il a une bonne éducation. Mais est-ce la meilleure bannière? Et puis à la fin, je peux parler d'une éducation aussi en disant mais ça ne peut pas être ethnocentrique non plus. Donc l'Occident ne peut pas dire que voilà, mon éducation c'est la meilleure. Non. Les Africains ne doivent pas dire non plus notre éducation c'est la meilleure. Non. Donc on est déjà, on vient de quelque part, on arrive ici. Donc il y a certains codes qui sont dans cette société, il y a certaines choses qui sont dans cette société qu'on doit absolument aussi l'intégrer sans toutefois renoncer à nos racines. Et c'est là où vient le gros problème. Et voilà, s'adapter, mais ne pas renier. Et surtout s'il y a si les deux valeurs ne sont contradictoires presque. Oui, alors j'ai envie de dire oui, c'est vrai, hein, tu as raison quand tu le dis comme ça, mais comme tu viens aussi de le soulever, mais quand les valeurs sont contradictoires, comment on fait pour pallier à ça? Mon avis, quand les valeurs sont contradictoires, on regarde le contexte dans lequel on est. Si par exemple on est ici et que ces valeurs sont totalement contradictoires, il faudrait tenir compte de ces des deux aussi. Voilà, je crois que c'est le respect. On ne va pas dire que voilà, chez nous, si on tue et que je viens ici, je dois tuer, c'est normal. Non, il y a certaines choses qu'on doit absolument l'intégrer. Et je prends par exemple l'exemple de filles, l'égalité entre hommes et femmes. Donc, on est ici, il y a cette égalité est dans la loi et on doit la respecter. Pour moi, c'est que si ces valeurs sont dans la loi, eh ben, on doit respecter cette loi-là. Parce que c'est ça qui fait aussi le vivre ensemble. Je prends par exemple le cas de la religion aussi. À l'époque, le prêtre, le curé du coin intervenait dans la vie des gens. Par exemple, l'exemple de la gestion des cimetières. La gestion des cimetières ici, le prêtre pouvait refuser qu'on enterre quelqu'un dans le cimetière parce qu'il ne venait pas à l'église. Donc quand tu ne venais pas à l'église et les jours où tu meurs, il y a des gens où le cercueil restait à l'extérieur de l'église puisque le prêtre ne voulait pas. Et donc à un moment, on s'est dit, ça ne va pas. Donc les communes vont aussi avoir maintenant devoir aussi des cimetières et la gestion des cimetières doit revenir à l'autorité, à l'État, puisque l'État n'a pas de couleur, disons, n'a pas de couleur politique, ni de couleur religieuse, philosophique, ou quoi, et que tout le monde est le bienvenu chez l'État. Et donc on a pris ça, on a confié ça à l'État.
Et donc si par exemple nous venons de chez nous, on dit on enterre les gens à la maison, bon, ça ne va pas. On ne va pas parce que chez nous on enterre les gens à la maison, qu'ici on doit aussi enterrer les gens dans notre parcelle, quoi. Donc c'est aussi ça, il faut voir pour moi, il faut voir par rapport à la loi. Qu'est-ce que la loi dit? Bon, c'est vrai que l'exemple que tu as donné avec le défunt, on va dire est un peu disproportionné. Et par rapport à ce que tu viens de dire, je me souviens d'une réalité vécue. En travaillant avec un groupe de jeunes, bon, généralement quand on occupe un espace, on s'arrange toujours matériel, on doit ranger, on doit balayer, tout ce qui s'ensuit. Et bon, je me souviens d'une situation où on a dû demander, après avoir partagé des tâches, un garçon devait balayer. Il a refusé. Bon, on essaie un peu de comprendre le pourquoi, puisque voilà, il y a utilisation, il faut aussi arranger. Et il a dit spontanément, parce que les enfants sont quand même dans une forme d'immédiateté, non, c'est le rôle d'une fille. Bon, et c'est vrai que curieusement, les filles étaient parties spontanément pour tout ce qui était, on va dire, j'ai envie de dire tâches ménagères, parce que voilà, elles estimaient que c'était leur devoir, j'ai envie de dire. C'est ça le conditionnement. Et ce jour-là, je me souviens, j'ai fait comprendre que non. On a eu à utiliser des choses et pour moi, un garçon peut aussi balayer. Et c'est vrai que c'était mordicus, il y a eu toute une crise autour de ça. Alors quand je reprends ce que tu viens de dire, je me dis, là, les valeurs sont contradictoires. Maintenant, au niveau de l'éducation, comment on peut, surtout quand on est des acteurs extérieurs, ce n'est pas imposé, parce que j'estime qu'il faut toujours essayer d'aller dans le dialogue, mais comment on fait justement pour pouvoir, parce que même aider, ce n'est pas le bon mot. Oui, pour que les jeunes, pour que les garçons comprennent ça. Oui. Le fait même déjà de leur dire que il n'y a pas que les filles qui doivent balayer, c'est déjà ça. C'est déjà ça. Donc, même s'il y a une discussion après, mais c'est déjà le fait de leur dire tout simplement que ça ne se fait pas. Vous ne pouvez pas faire cela que les filles, et dire aussi aux filles en disant, voilà, vous ne devez pas accepter de faire ce travail-là en disant que c'est le rôle. Il y a le rôle de personne. Et donc, pour moi, c'est le fait même de le dire et de le dénoncer, c'est déjà un début d'éducation aussi à l'égalité entre filles et garçons. Parce que s'ils étaient à la maison, si ce garçon et sa sœur étaient à la maison, il n'y aurait pas eu de discussion. C'était normal. Et c'est aussi le rôle de la femme aussi. Parce qu'il n'y a pas... Je crois que la plus grande fabricante, je peux dire, de machos, c'est la femme. Parce que ce sont souvent les mamans qui disent « Oh oui, mais toi, quand tu vas aller au mariage, tu ne seras pas préparé, tu vas nous faire la honte. » Donc, qui fait ça? C'est la femme, c'est sa maman qui dit ça. Donc, voilà, pour aller dans un moment, il faut savoir préparer. On ne dit pas ça à un garçon. Donc, déjà à l'école, je crois que c'est là où le rôle de l'école est très, très important. Très important pour dire « Non, ce n'est pas comme ça. » Et le fait de le dire, je crois qu'ils vont discuter, mais ils vont changer. C'est la même chose aussi par rapport aux poubelles. C'est souvent, les enfants, ils apprennent à l'école que on met de peau dans telle poubelle, ceci dans telle couleur, telle tri. Et ce sont des enfants, quand ils reviennent à la maison, et quand ils voient son papa ou sa maman jeter, et souvent ce sont des enfants qui disent non, maman, c'est dans ça. Et donc, pour moi, c'est déjà très important. C'est l'école qui, pour ces valeurs-là, c'est vraiment le rôle de l'école, et le rôle de l'éducation, quand on dit éducation nationale. Je t'entends parler de l'école, mais il y a des moments où on se pose aussi la question de savoir est-ce qu'on n'en demande pas trop à l'école. Ah oui, tout à fait. Oui, on demande trop aussi, parce que, avant, on disait, l'éducation, ou les trucs, le comportement, c'est à la maison, et la science, l'instruction, c'est à l'école. Et maintenant, on est dans une société où les parents aussi sont chargés aussi avec beaucoup de choses. Il y a la télé, il y a l'internet, ils sont influencés par tout ce qui existe d'influençable autour de soi.
Et les parents aussi sont un peu fatigués, démissionnent parfois. Ils disent, mais bon, ils vont quand même à l'école, on va leur faire... Leur inculquer cela. Et aussi, ça a un rôle aussi historique. Il faut aussi voir qu'à l'époque, quand on allait par exemple dans une école de prêtres, eh ben, on s'occupait aussi de l'âme, on s'occupait de comportement, on s'occupait de tout ce qui est éducation qui est à la maison aussi. Donc le prêtre dans les écoles catholiques ou dans les écoles religieuses, eh ben, ils s'occupaient aussi de ça. Bon, maintenant les écoles sont devenues laïques. Donc une institutrice n'est plus une bonne sœur ou un catéchiste. Il y a beaucoup de choses qui ont changé. Et donc les parents se disent, mais tu vas quand même à l'école, c'est là-bas qu'on va t'apprendre tout. Et donc d'un côté ils démissionnent un peu, et quand ça ne va pas à l'école ou l'enfant fait quelque chose qui n'est pas bien à l'école, on le punit peut-être, il retourne à la maison, qu'est-ce qu'on va dire? Il va dire, oui, mais madame m'a tiré plutôt les oreilles, ou bien quoi? Eh bien, c'est le papa qui revient ou la maman qui revient et dit, mais pourquoi vous avez fait cela? Donc on a inversé un peu le rôle. Donc l'enseignant ou la direction de l'école sont devenus comme des enfants aussi. Donc on vient les engueuler parce que ils n'ont pas bien, ils n'ont peut-être pas bien éduqué leur enfant. Ça sera un sujet d'émission peut-être plus tard, parce qu'effectivement, il y a à redire là-dessus. Et par contre, en tout cas, je ne sais pas si c'est une question, mais ça a émané plutôt d'un parent qui avait eu écho de ce qui se faisait avec les jeunes. Et on s'est rendu compte que quand il y a des problèmes au niveau de l'éducation, les gens avaient du mal à demander de l'aide. Alors je vais un peu expliquer pour que les gens imagent un petit peu ce qu'on va dire. Donc quand une personne est malade, elle aura cette tendance à attendre peut-être que la douleur passe un peu, ou on prendrait une médication pour soulager la douleur. Elle va attendre un petit peu, et si au bout de quelques temps ça ne va toujours pas, elle aura tendance à aller chez un médecin. Bon, le médecin va investiguer, va donner peut-être un médicament, donc il y aura un protocole à suivre avec une posologie, et si ça ne va toujours pas, mais la personne va revenir chez le médecin. Alors après investigation, on va peut-être diriger vers une médecine spécialisée. Donc je ne sais pas si c'est une douleur au niveau du ventre, on va aller chez un gastro-entérologue qui va approfondir un peu les investigations jusqu'à ce qu'on trouve quelque chose ou pas. Si on a quelque chose, automatiquement on va évoluer, encore une nouvelle médication, on va adapter. Bon, si après on tombe sur une maladie, on va dire bénigne, ça va passer, mais si c'est quelque chose où ça ne va toujours pas, on va évoluer. J'ai envie de dire, si on arrive à un niveau de cancer, même si on ne le souhaite à personne, ce sont des choses qui arrivent. On va passer par peut-être de la chirurgie, on va passer par, comment on appelle ça encore, quand on fait les rayons, des rayons, les chimiothérapies, tout ce qui s'ensuit. Donc ça veut dire que quand on ne se sent pas bien, il y a tout un processus qui est mis en place, mais spontanément, c'est vraiment intégré dans la nature humaine. Mais curieusement, quand il s'agit d'éducation, quand il y a un problème, on est un peu désarçonné. On a l'impression qu'on ne sait pas que des acteurs de l'éducation sont présents, peuvent en tout cas apporter une aide et un diagnostic. Non, il y a plutôt un repli sur soi qui se fait à ce niveau-là. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire ou faire pour que les gens apprennent à venir en tout cas quand ça ne va pas, et pas attendre le débordement, puisque par moment quand c'est le débordement, c'est un peu comme la chimio, c'est trop tard. Mais souvent aussi parfois ils ne savent pas, ils savent pas que ces choses-là ou ces institutions, tout cela existe aussi. Mais et le mal, tu vois, le mal qui est lié à l'éducation, c'est un peu un mal diffus. Ce n'est pas quelque chose dont la personne elle souffre comme ça, tu vois, comme physique, quoi. C'est un peu quelque chose de diffus, et quand quelque chose est diffus comme ça, on le prend plus du côté, à l'époque ce sont des religions qui sont chargées. Donc ce sont des religions, on se plongeait dans la religion, et je crois qu'aujourd'hui aussi ça existe dans notre communauté. Et quand quelque chose ne va pas, on va dire, on va aller prier. Donc la prière va résoudre cela. D'ailleurs, même physiquement, on plonge aussi déjà dans la prière. Alors quelque chose qui est
qui est aussi psychologique, diffus, on ne saisit pas, on tombe aussi directement dans la prière. On va se dire, la prière va résoudre cela. Et quelque part, ils ne savent pas qu'il y a des assistants sociaux, il y a des psychologues, ils ne le savent pas. Pour moi, il y a aussi l'ignorance. Et aussi, il y a un problème, quand on n'a pas d'argent ou quand on souffre, il y a aussi cette pudeur par rapport à la pauvreté, cette pudeur par rapport à ce qu'on n'a pas. Et les gens se cabrent, ils se disent, je vais aller raconter ma vie. Je vais aller raconter ce qui m'est intime, quoi, parce que c'est aussi l'intimité. Et on ne va pas dévoiler son intimité aussi devant n'importe qui. On a un peu peur. On a un peu peur. Pas peur. Peur qu'on utilise peut-être c'est la mal, qu'on juge. Et tout ça, ça fait que les gens ne sont pas tellement attirés quand ils ont ces problèmes-là. La seule chose qu'il faut faire, c'est vraiment de leur dire qu'ils n'ont pas à avoir peur, ils n'ont pas à avoir honte, parce que les gens qui sont là, ce sont des gens qui sont professionnels, c'est leur travail. Ils ont un code de déontologie. Même si c'est comme si on va au... l'exemple peut-être, on va se confesser, par exemple, chez un prêtre. C'est la même chose. Donc il ne va jamais... souffre peut-être de cas de maltraitance pour si un enfant devient je bats mes enfants et tout, là il va pas se taire, quoi. Mais sur des choses qu'on rencontre, des difficultés qu'on rencontre dans la vie, il n'y a pas à avoir honte ni à avoir peur, parce qu'il est là pour vous aider. Et un bon éducateur, un bon assistant social ou un bon psychologue va plutôt vous donner des pistes de solutions. Et c'est à vous de choisir la piste qui est la meilleure pour vous. Il ne faut pas vous imposer quelque chose dans ce domaine-là. On n'impose pas. On travaille ensemble pour résoudre. Et est-ce que, c'est aussi une hypothèse, le fait d'avoir dans le secteur peut-être de l'éducation ou au niveau du social, plus d'acteurs de terrain, mais qui sont issus de communautés qu'on fréquente le moins, est-ce que ce n'est pas aussi un frein à certaines demandes d'aide ? Oui, tout à fait. C'est aussi ça peut être aussi un frein. D'un côté aussi, ça peut être aussi... les gens peuvent aussi avoir peur en disant « Ah, mais c'est lui qui est là, c'est un Congolais. Aïe !» S'il entend que je suis ceci ou cela, ça peut aussi... il va aller... cette double casquette nous joue il va peut-être aller raconter... Finalement, quand c'est les nôtres, on a peur du jugement, du regard, et puis du fait qu'on connaisse... les communautés sont restreintes, elles se connaissent facilement. Et quand on a l'autre versant... On a aussi... On se dit, mais... il va aller peut-être chez l'État, quoi. Donc on voit directement aussi un peu l'État, on voit aussi l'ordre, on voit l'autorité. Et donc c'est quelque chose qui est compliqué, c'est quelque chose qu'on doit expliquer, quoi. Donc le travailleur social doit expliquer, vulgariser cela. Et je prends par exemple mon exemple, quand je suis arrivé aussi là-bas, quand j'ai commencé à travailler, les gens aussi, en étant africains, on avait aussi peur un peu. Ils se disent, mais est-ce qu'il va pas? Et puis petit à petit, ils ont trouvé que ce n'était pas le cas. Ça a ouvert aussi beaucoup, et ça m'a facilité aussi mon travail aussi, par rapport à eux aussi, par rapport à moi-même aussi, quoi. C'est sur cette note-là, j'ai envie de dire qu'on va un peu terminer. En espérant que ce nouveau projet va pouvoir nous aider, non pas spécialement à apporter des réponses comme telles, puisqu'il y a une multiplicité de réponses, mais va baliser le chemin pour que les gens puissent se faire des réflexions. Tout à fait. Donc, en tout cas, merci. Merci, c'est moi qui vous remercie. Tu es de tous les